C'est lancé. Super. Oui. Bonjour à tous. Je suis Sylvain Balland. J'animerai ce DGENR. Euh, donc, euh, pour cette édition du DGENR, on vous propose comme sujet les petits parcs au sol, grand intérêt locaux. Nous sommes sur la deuxième édition en 2024 et les DGENR ont été mis en place depuis 2023. Ces visios, le temps de midi, une fois par mois, permettent d'aborder des sujets autour des énergies renouvelables sur la région Grand Est. On organise cela à trois associations, Lorraine Énergie Renouvelable, l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes, et puis Alter Alsace Énergie. Et on partage avec ces trois associations de nombreuses missions en commun, notamment deux réseaux, le réseau Les Générateurs, qui a pour objectif d'aider les collectivités à obtenir des renseignements, des informations sur le développement des projets photovoltaïques et éoliens, ainsi que le réseau Géclair, qui est un peu plus antérieur, donc il existe depuis 2019, ce réseau, qui cherche à développer les projets citoyens d'énergie renouvelable. Et donc moi, je travaille à LER sur la partie réseau Géclair. Et donc j'animerai ce webinaire et vous avez aussi Souel Nazi de chez UEM qui témoignera en fin de visio. On est parti, on est une bonne vingtaine, presque 30. Euh, je vais passer la diapo suivante pour vous rappeler quelques petites consignes. On vous propose de bien renommer votre vignette sur Zoom avec votre nom, prénom et le nom de votre structure. Pour ça, vous passez sur votre vignette et puis vous cliquez sur les trois petits points et vous vous renommez. Ce DGENR est enregistré. Mon collègue René vient de l'enregistrer à l'instant, donc vous pourrez le regarder tranquillement chez vous après coup. Donc si on passe vite sur certaines notions, ne vous inquiétez pas, vous pourrez y revenir. Et d'ailleurs, je suis assez bavard et j'ai que 10 minutes pour vous présenter le cadre général, donc j'irai très vite pour garder du temps plutôt sur le témoignage et les échanges. On vous demande de bien vouloir couper vos micros. C'est pas dramatique si vous oubliez, on a une option pour couper les micros quand même. Ça vous évitera d'avoir des bruits parasites durant la session. Et puis, on vous propose de poser vos questions sur le chat. Vous avez en bas de votre écran un onglet chat normalement, où vous pouvez écrire des questions par texte. Et puis, j'ai plusieurs collègues sur la visio, notamment Manon, qui essaiera d'y répondre en direct ou qui les collecte pour qu'à la fin, on les traite. Et si on est assez peu nombreux et qu'on a le temps, on pourra même vous demander de compléter vos questions à l'oral s'il y a besoin pour discuter plutôt que le faire par écrit. C'est parti. Maintenant que le cadre est posé, que vous êtes arrivé à la bonne visio au DGENR sur les petits parcs au sol, on peut démarrer. Alors, il me semble que j'ai pour démarrer un petit sondage. Je vais vous faire un test, voir si je peux vous poser une première question avant de définir le sujet. Hop. Voilà, sur votre écran devrait apparaître une question. Je pense que ça devrait fonctionner. Si Manon, tu peux me le confirmer. Vous avez normalement une question qui s'appelle définition et je vous propose pour démarrer de répondre à la question, selon vous, c'est quoi un petit parc au sol? Quelle est sa puissance? Ça nous permettra ensuite de discuter un peu plus de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous laisse quelques secondes pour cliquer. C'est pas grave si vous ne l'avez pas fait ou si vous êtes perdu dans les fenêtres de Zoom. Voilà, on a 21 réponses sur 33. Je vais bientôt clôturer. Ça fait 70% des répondants. Allez, je mets fin au sondage. Donc, vous aviez le choix entre moins de 99 kilowatts crête, moins de 250, moins d'un méga ou moins de 5. Hop, voici les résultats, normalement qui doivent s'afficher si la technique fonctionne bien. Vous avez été une grosse majorité, 63%, à voter pour moins de 1 méga. Et c'est la bonne réponse, en tout cas, selon notre définition à nous. On est sur cette taille de projet. Donc, quand on parle de petit parc au sol, on est sur des projets de moins d'un mégawatt. C'est la troisième ligne que vous voyez, notamment pour des principes liés à la législation et puis à une taille villageoise, une taille humaine de projet. En tout cas, c'est une taille qui nous intéresse beaucoup dans nos réseaux et qu'on souhaite encourager pour ces deux raisons, une raison législative et une raison de facilité d'accès à ces parcelles et à cette taille de projet.
Et puis pour clarifier de quoi on parle quand on parle de petits parcs au sol, on utilise aussi parfois deux termes. Donc vous entendrez parler de petits parcs ou de parcs villageois. Et puis je vous précise aussi que les données que je vais présenter durant le premier quart d'heure sont issues du guide d'énergie partagée, qui est une association nationale qui est un centre de ressources pour les projets citoyens d'énergie renouvelable. Et ils ont rédigé l'année dernière un guide sur les petits parcs au sol. Vous voyez le visuel en bas, petit parc grand impact, guide pour petits parcs PV au sol, avec l'ambition de se dire, bah voilà, avec ces projets-là, est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers une commune, un parc, avec ce beau logo qui reprend les villes et villages fleuris, mais avec une commune ensoleillée. Donc beaucoup de ressources viennent de ce guide qui date d'un an. Il y a déjà des données un petit peu périmées, mais globalement, on retrouve une grosse majorité du contenu qui est toujours d'actualité. Donc pour le déroulé, on va rapidement reparler de la définition du petit parc. On l'a commencé avec le sondage. On parlera des intérêts de ce modèle, des aspects réglementaires. Je vous ferai un zoom sur les typologies de projets citoyens. Donc là, c'est volontairement un angle que j'adopte dans ma présentation car c'est mon métier de développer des projets citoyens. Donc dans ce zoom-là, on ne parlera pas de projet privé, pas de projet public, mais bien de la spécificité du montage citoyen. Et puis, on prendra un bon quart d'heure avec Souhel Nazi pour parler de la Société d'économie mixte UEM, qui a déjà développé deux petits parcs au sol, en plus en autoconsommation collective, qui sont sur le Grand Est. Donc, ça sera un retour d'expérience très intéressant pour voir que ça existe déjà, même sous nos latitudes un peu moins ensoleillées que le sud de la France. Et on se réserve un temps d'échange vers 12h30 de 10 minutes pour discuter ensemble ou répondre à vos questions. Alors, le sondage, on l'a fait sur les petits parcs. Donc, pourquoi s'intéresser à des petits parcs au sol en, en opposition aux grands parcs? On peut voir que dans les grands parcs au sol, on prend souvent beaucoup de temps à les développer, entre 3 à 6 ans entre l'idée du projet et sa réalisation. Donc, à l'inverse, des petits parcs seront moins chronophages, donc intéressants pour en développer plus rapidement. Parfois, ces grands parcs euh, ont des impacts environnementaux qui sont décriés et parfois légitimement. Donc, on verra aussi qu'avec ces petits parcs, on limite cette notion d'impact environnemental. Et puis, ces grands parcs sont majoritairement à faible portage local. Et là, le témoignage d'aujourd'hui sera génial aussi pour cet aspect local avec une société d'économie mixte détenue par des pouvoirs publics locaux. Et donc, on verra qu'en fait, ces petits parcs sont un peu plus faciles à s'approprier que, par exemple, d'un point de vue financier ou recherche de foncier. Et puis, on a déjà plusieurs dizaines de projets en exploitation en France, donc c'est aussi le moment de s'y intéresser. Si les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Avec, par exemple, Soleil du Midi, Enercop Midi-Pyrénées, les survoltés d'Aubais. Et puis pourquoi on s'intéresse à ces parcs et notamment pourquoi il y a eu la réalisation du guide via énergie partagée, c'est notamment suite à des évolutions réglementaires qui ont été favorables et l'intérêt de coupler ces parcs à de l'autoconsommation collective, car comme vous le savez certainement, l'autoconsommation collective est limitée en termes de puissance. On ne peut pas mettre un parc éolien, plusieurs éoliennes en autoconsommation collective. Mais vu que ces petits parcs au sol ne dépassent pas certains seuils, on peut les faire en autoconsommation collective qui fait une taille intéressante. Je reviens rapidement sur les autres intérêts que j'ai déjà un petit peu évoqués. D'un point de vue de l'urbanisme, on n'a pas besoin de permis de construire, donc c'est un point très intéressant. Une simple déclaration préalable suffit, sauf en espace, en secteur protégé. L'emprise foncière est faible, on est entre 0,3 et 1 hectare. Ce qui fait écho au panneau une commune, un parc, c'est que on espère en tout cas que dans chaque commune, on puisse trouver du foncier de cette taille-là, parce que c'est des petites surfaces. Et donc, on a tous notre chance de trouver du foncier qui s'y prête. Niveau des études environnementales, dans la très grande majorité des cas, pas besoin d'évaluation environnementale. Ce n'est pas pour autant que ces projets sont moins disants environnementalement parlant, bien au contraire. Au niveau des raccordements, il est peu coûteux du fait du cadre tarifaire des raccordements sur les petits projets. Donc, on n'a pas d'ouvrage additionnel à construire par le producteur et des coûts de raccordement plus faibles du fait de la réfaction tarifaire pour les petits projets.
Et puis financièrement, ça reste des coûts d'investissement abordables, même à l'échelle d'une commune, d'un EPCI, d'un groupement d'habitants ou de sociétés locales, parce qu'on est aux alentours de 220 000 à 300 000 euros hors taxe pour du 250 kW crête, avec un coût de raccordement optimisé pour profiter de la réfaction. Et le tarif d'achat, alors là, on le verra avec notre témoignage tout à l'heure que c'était en autoconsommation collective, donc c'est un modèle un peu différent, mais on peut avoir des tarifs avec du gré à gré, donc avec des entreprises qui vous rachèteraient cette électricité. Et on espère avoir, alors c'était prévu, on espérait l'avoir en 2023, on ne l'a pas eu, mais on espère avoir un tarif d'obligation d'achat, comme pour les toitures, pour ces petits parcs, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça permettrait d'avoir une visibilité économique sur le long terme. Un dernier point, on peut aussi s'intéresser à ces petits parcs sous forme de grappes. Quand on parle de grappes, c'est plusieurs projets, on va dire, sur un même territoire, sur une même échelle. C'est souvent ce qu'on fait dans les projets citoyens avec les toitures. Souvent, on ne fait pas une seule toiture, mais on en fait plusieurs. Et donc là, pareil, je vous laisserai consulter tranquillement cette slide qui est enregistrée, mais en tout cas, en faisant plusieurs, une fois qu'on l'a fait une fois, et je pense que Souel pourra nous dire aussi en quoi avoir fait un premier projet a peut-être accéléré le deuxième. En tout cas, on espère qu'avec des grappes, on va créer un outil de financement local, se former, accélérer les procédures, mieux connaître son territoire, etc. Et donc, la réflexion par grappe peut être intéressante sur un territoire. Alors, tarif de vente, je crois que j'ai un peu spoilé la réponse avant même de vous mettre le sondage, mais on va voir si vous avez été attentif. J'ai un deuxième sondage à vous soumettre. Alors, si j'y arrive, retour. Voilà, tarif de revente. Je vous propose une deuxième question pour vous faire interagir. Donc, le tarif de revente, je vous propose de répondre à la question, est-ce qu'une obligation d'achat existe pour les petits parcs au sol de moins de 500 kW crête? C'est Sylvain, il est 12h15. Eh bien, super. Merci pour l'alerte. Je fonce. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour répondre. Ah bah c'est bon, on a déjà plus de 75% de répondants. Eh ben, on voit que certains n'ont pas été attentifs. Il y a une minute, je vous ai expliqué que les tarifs de revente n'existaient pas encore en obligation d'achat sur les petits parcs au sol. On sait bien en attente, donc on espère avoir un tarif d'obligation d'achat sur ces projets-là. Et c'est certainement, et on verra avec UEM, c'est certainement ce qui les a motivés aussi à faire de l'autoconsommation collective. Alors très rapidement, la réglementation, ce qui nous intéresse, c'est la partie en haut à gauche. On est donc sur des installations de moins d'un mégawatt. On est en termes d'urbanisme sur des déclarations préalables. Sur les études environnementales, quand on est inférieur à 300 kW crête, on en est exempté. Et puis, au-dessus de 300 kW crête et en dessous d'un méga, c'est des examens au cas par cas. Donc, c'est la préfecture qui vous dit s'il faudra faire une évaluation environnementale. Pourquoi on voit aussi beaucoup sortir de projets de 250 kW crête? C'est très certainement pour les questions de raccordement. J'en suis pas certain, mais quand j'ai préparé ce webinaire en voyant les tarifs de raccordement, vous voyez qu'en dessous de 250 kW crête, vous avez une exonération totale de la quote-part S3 RENR, ce qui vous permet d'avoir des coûts de raccordement au réseau inférieurs, ce qui fait qu'on a certainement une viabilité économique plus intéressante. Et ensuite, vous voyez qu'il y a une exonération partielle entre 250 kW crête et 500, alors kilovoltampères, mais je pense que la subtilité ne doit pas être trop importante. Et donc, voici à peu près le cadre réglementaire qui nous intéresse, c'est ces deux cases vertes, c'est le fait d'être en dessous d'un mégawatt. Et quand on est au-dessus d'un mégawatt, là, on va passer sur des projets qu'on va dire de grande taille, avec permis de construire classique, évaluation environnementale systématique, et puis appel d'offres à la Commission de régulation de l'énergie. Je zoome très vite sur les projets, et du coup, vu que je suis en retard, je vais vous faire uniquement le zoom sur la partie 3 et 4. Donc là, on cherche à voir qu'est-ce qu'il existe comme projet citoyen dans les parcs au sol. Il y a tout un tas de montages juridiques possibles. Le montage 3 m'intéresse beaucoup. C'est des projets coportés par une coopérative locale et une Énercoop régionale.
ou une autre entité régionale, par exemple. Et donc là, on a deux acteurs qui se lancent dans des projets de parc au sol. Il y a par exemple euh, Enercop Midi-Pyrénées qui réalise ça. Et le focus sur le zoom 4 de la typologie de projet, on a des sociétés citoyennes locales qui portent une grappe de projets, donc plusieurs projets de petits parcs au sol sur un seul et même territoire. C'est l'exemple de la coopérative Celewatt que je vous présente très rapidement juste après. Et donc, dans ce panel-là, vous voyez que l'abscisse et l'ordonnée permettent de parler de mutualisation ou d'ancrage local. Un focus très rapidement, parce qu'on ne pouvait pas avoir deux témoignages en une seule DGENR, car le format est assez court. Voilà, je vous laisserai aller jeter un œil au site de Celewatt, une coopérative dans le Lot, qui a lancé deux projets de 250 kW crête. Le premier existe déjà depuis 2018. Je crois que c'était un tarif d'achat proposé par leur Enercop régional ou l'Enercop national qui a racheté l'électricité, qui a permis d'avoir une viabilité économique. Et leur deuxième projet, il a de particularité qu'il a été réalisé en avril 2021 avec des supports innovants en bois brut. Et donc, vous retrouvez sur cette slide le montant d'investissement, 475 000 euros, la localité, quelques photos, et je vous montre les supports bois brut qui ont comme intérêt d'avoir un impact CO2 plus faible et puis faire travailler l'économie locale avec de la ressource locale. Donc ça, c'est une innovation qu'ils ont réalisée sur leur territoire. Eh bien, avec 3-4 minutes de retard, Souhel, je te laisse la parole pour présenter tes deux projets avec UEM et tu n'hésites pas à me dire pour passer les diapos quand tu veux que je passe. D'accord, bah merci, merci Sylvain. Donc le but un peu de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter et puis après peut-être au travers des questions, partager un peu les retours d'expérience sur ces premiers projets. Donc ces deux projets qui ont été mis en service assez récemment. Un avec la commune de Metz, ce qui a été mis en service. Donc c'est le projet qu'on voit en haut à droite, que je reviendrai un peu plus dans le détail du projet tout à l'heure. Avec la ville de Metz qui a été mise en service en juin 2023 et son petit frère avec la commune de Montigny-les-Metz en décembre 2023. Peut-être avant, très rapidement, pour réexpliquer ce qu'est l'UM, pour comprendre aussi un peu le contexte. Alors, tu peux mettre la slide d'après, s'il te plaît. Donc en fait, UM, c'est ce qu'on appelle une ELD dans le monde de l'énergie, donc une entreprise locale de distribution. En fait, anciennement en fait la régie municipale de Metz. Il faut savoir qu'en fait, en France, dans certaines communes, certains territoires, et dans le Grand Est, on est très bien doté en ELD. Les acteurs, on va dire, historiques de la fourniture et de la distribution de l'énergie ne sont pas EDF et Enedis comme sur le reste du territoire, mais des régies municipales, voire des fois des syndicats départementaux. Euh, du coup, Metz fait partie de ces exceptions un peu françaises. Dans la région, la deuxième grosse ELD, on a Strasbourg, hein, bien sûr. Et on en a par exemple aussi en Moselle beaucoup de petites ELD qui peuvent, parfois, on a une ELD pour un village de 200-300 habitants. Ça peut être vraiment des structures tout à fait petites. Donc voilà, donc UM, c'est une ELD. Donc avec, on va dire, maintenant la société un peu de tête qui porte les activités de fourniture d'électricité et de gaz. On a aussi une particularité, même dans le monde des ELD, c'est celle d'exploiter et développer le réseau de chaleur de Metz. Pour les Messins et notamment les entreprises messines, c'est un outil qui est très intéressant pour la transition renouvelable de la chaleur. Donc Refeda, c'est notre filiale qui gère et développe le réseau d'électricité, donc un peu l'équivalent d'Enedis. Donc typiquement, un producteur, quand il veut faire une demande de raccordement à Metz et dans les communes alentours, c'est auprès de Refeda qu'il s'adresse. Et c'est aussi du coup avec Reseda que vont se monter les projets d'autoconsommation collective, alors qu'elle soit UM, mais aussi tout à fait par les autres acteurs peuvent évidemment travailler avec Reseda de la même façon. Je vais aller très rapidement sur les autres. Donc, on a Energem qui nous fait notre filiale de commercialisation pour nos offres marché de fourniture électricité et gaz en dehors de notre territoire historique.
Energreen, notre société qui nous permet de développer les projets photovoltaïques. Alors, quand on est à Metz, on aime bien encore utiliser UM parce que voilà, c'est plus connu. Quand on sort un peu de nos bases, on peut parfois passer par cette filiale de développement de projet ENR qui est Energreen. Je ne reviens pas dans le détail des sociétés, mais en dessous, et globalement, on fait de l'hydraulique, de l'éolienne et du photovoltaïque. Et enfin, eFluid, qui est une société assez intéressante et assez originale aussi pour une ELD. En fait, c'est un éditeur de logiciels qui édite en fait le logiciel éponyme et qui sert en fait pour les fournisseurs et gestionnaires de réseau en énergie ou en eau voilà, de ce qu'on appelle le CRM. Donc, c'est un logiciel très complet sur les outils de suivi de consommation, facturation, relève, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'eFluid nous a permis, à la fois pour le gestionnaire de réseau et à la fois pour UM en tant que producteur, et comme UM en tant que fournisseur aussi, bien sûr, de développer un peu les outils informatiques qui permettent de monter un peu ce type de projet. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. S'il y a des questions un peu plus précises, on les prendra peut-être tout à l'heure. Donc, je vais tout de suite passer sur notre projet avec la ville de Metz, qui a été notre premier projet en autoconsommation collective. Donc, on a à peu près installé 650 panneaux d'origine française sur des longues grines en béton préfabriqué qu'on a déployés assez rapidement et sans fondation, sans artificialisation du sol. La raison, et je réponds un peu, je rebondis un peu sur un élément que tu as donné, Sylvain. Euh, la raison, c'est qu'en fait, on est en périmètre de champ captant, donc on a des enjeux environnementaux qui peuvent être forts et contraignants, et des choses et voilà, des enjeux. Alors là, je parle de celui-ci, mais ça peut être d'autres enjeux, hein. Ça peut être des enjeux de biodiversité, ça peut être des enjeux d'intégration paysagère, ça peut être des enjeux de PPRI, donc de risque à inondation. C'est des enjeux qui doivent quand même être regardés de manière fine. Et même s'il n'y a pas d'études environnementales systématiques en dessous de 300 kW crête, il y a quand même une analyse qui doit être faite et qui est prise en compte et qui est voilà, étudiée quand même par les services instructeurs. Alors sur les parcs au sol dans Moselle, la doctrine, c'est que c'est la DDT qui instruit tous les permis, enfin, toutes les déclarations préalables plutôt. Et il y a quand même même si on est sur des projets qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'étude environnementale, ce travail doit être fait en amont. En tout cas, nous on le fait systématiquement avec un rapprochement toujours au préalable de la DDT pour valider les enjeux et les réponses qu'on peut donner à ces enjeux. C'est d'autant plus vrai qu'en déclaration préalable, la DDT a très peu de temps pour répondre. Ils ont un mois d'instruction. Et du coup, voilà, ils préfèrent qu'on les prévienne et qu'on leur laisse un peu le temps de prendre connaissance du projet en amont. Sur l'exploitation, nous, on est sur de l'éco-pâturage, donc on fait pâturer des moutons et on a un suivi de production avec une centrale météo en réel. Donc, quel était l'objectif du projet? Enfin, l'objectif était double, c'était valoriser ce terrain qui n'était pas utilisé autrement. Et surtout, on était en pleine. Alors, on avait, pour être tout à fait transparent, commencé à regarder ce projet avant la crise énergétique. On était prêt à y aller, même si à l'époque, le projet n'était pas très, très rentable. Puis voilà, on savait que c'était un outil important, l'autoconsommation collective à développer et une façon intéressante d'intégrer les énergies renouvelables sur des plus petites surfaces. Et finalement, la crise énergétique nous a un peu donné raison et a permis aussi un peu d'accélérer ce projet. Et voilà, donc en fait, la centrale va injecter directement l'énergie au réseau et alimenter une dizaine de sites de la ville de Metz. Donc, je les ai mis là sur la slide, l'Agora, les services techniques, des serres, des stades, par une opération d'autoconsommation collective. Donc, autoconsommation collective qui permet à un producteur ou plusieurs producteurs d'alimenter un ou plusieurs consommateurs dans un périmètre géographique restreint. Et la définition de ce périmètre, c'est on ne doit pas avoir deux participants, donc participants, c'est producteurs ou consommateurs, à plus de 2 km les uns des autres. Ça veut dire qu'il a fallu il a fallu qu'on cible en fait les consommations de la ville dans un périmètre voilà, de 2 km. Donc, globalement, ça correspond au quartier Metz-Nord, donc je n'ai pas redonné le montant, mais on est en 237 kW crête qui produit à peu près 230 MWh par an. Avec des bénéfices environnementaux qui sont calculés sur 30 ans avec 500 tonnes pardon, de CO2 équivalent évité en 30 ans. Et ce premier projet a donné des idées alors à l'UM parce que nous, on a bien aimé ce type de projet. Alors,
Et en fait, la ville de Montigny, qui est une ville aussi avec qui on collabore beaucoup, on a notamment installé aussi enfin plutôt prolongé notre réseau de chaleur dans cette commune. C'est une commune avec qui on travaille beaucoup en fourniture depuis longtemps et puis sur d'autres sujets énergétiques. Et comme c'est comme ça qu'est né le second projet avec la ville de Montigny, donc tu peux passer à la slide d'après. Euh, donc, en fait, ce projet, pour donner un peu la genèse du projet, on était en discussion avec eux sur différents sujets. On leur avait parlé déjà de notre premier projet pilote avec la ville de Metz. Et ils se sont trouvés très intéressés par le projet. Et c'est eux qui ont décidé de pousser un peu ce sujet-là en nous contactant, en disant, bah, écoutez, il y a un terrain là qui appartenait à une entreprise privée qui est complètement délaissé juste à côté de nos services techniques. Ça pourrait être intéressant de voir si on peut monter un projet. Et donc, on a contacté cette entreprise avec qui on travaille par ailleurs, qui est de Mathieu Barre, hein, qui est un gros constructeur de la région. Et on a monté un projet un peu tripartite. Euh, et donc, en fait, c'est un projet de taille un peu équivalente, légèrement plus grande, donc de 300 kW crête, qui produit à peu près 305 mégawattheures. Donc là, on est sur à peu près 530 panneaux bifaciaux, donc c'est des panneaux qui sont un peu plus puissants que sur le premier projet. Là, on n'avait pas les contraintes on va dire, par rapport au champ captant, donc on a pu mettre des longues greens. Alors au début, pour être tout à fait précis, on voulait mettre un système, on va dire, un peu de pieux battu. Alors, c'est pas exactement du pieux battu, mais c'est quelque chose d'équivalent. Mais on s'est rendu compte après avoir fait les études de sol que ça n'allait pas du tout être possible parce que c'était des anciens ateliers techniques en fait qui ont été rasés, donc il y a encore beaucoup de béton, beaucoup de ponts cassés. Donc on a dû passer sur une solution en long green. Donc ça, c'est un peu les aléas, on va dire, du projet au moment des études d'exécution. Et en fait, on a fait un projet qui est très, très semblable au premier, donc avec une alimentation de 8 sites de la ville de Montigny, notamment la piscine, hein, qui était très énergivore et qui a pris de plein fouet les prix de la crise énergétique. Et en plus, un peu l'originalité par rapport au premier projet, c'est qu'on n'avait pas simplement des consommations de la ville de Montigny, on alimente aussi le siège de Mathieu Bar, qui est aussi juste à côté du site. Donc, on a les mêmes contraintes géographiques, qui nous a contraints dans le nombre hein, des consommations, des points de consommation qu'on a pu alimenter la ville de Montigny. Et puis voilà, du coup, depuis décembre, la centrale alimente la ville de Montigny avec une exploitation aussi, je ne l'ai pas mis, mais avec de l'éco-pâturage et une télésurveillance, une station météo. Maintenant, au niveau de l'organisation du projet, j'ai un peu détaillé comment ça se passait au niveau des acteurs. Euh, Niveau des acteurs. Donc, sur ce projet-là qui est un peu particulier, en fait, ce qui se passe, c'est que le terrain appartenait à De Mathieu Bar. De Mathieu Bar se lance aussi un peu dans la construction de parcs au sol. Donc, ils nous ont proposé aussi de construire la centrale. Proposé étant un euphémisme, hein. Donc, De Mathieu Bar, notamment la partie immobilière, nous loue le terrain. La de Mathieu Bar, maintenant, nous a construit la centrale et nous, on l'exploite. Donc, c'est nous qui avons porté l'investissement. UM, notamment en photovoltaïque, porte uniquement des offres en tiers investissement. Donc, on a assumé la totalité des coûts d'investissement et d'exploitation de la centrale. Et ensuite, on vend l'énergie via une opération d'autoconsommation collective à la ville de Montigny et à de Mathieu Bar Gestion. J'ai mis aussi Reseda qui a un rôle extrêmement important parce que, évidemment, bon, Reseda a raccordé la centrale, ça c'est on va dire son boulot un peu traditionnel historique. Et c'est aussi par Reseda, le gestionnaire de réseau, comme le Enedis le fait sur sa concession, que se passe la répartition des flux. Donc en fait, comment fonctionne une opération d'autoconsommation collective concrètement? La production, en fait, on ne va pas tirer des câbles en physique entre le point de production et les différents points de consommation. Le producteur injecte la production dans le réseau. Cette production, elle est suivie, elle est relevée par le gestionnaire de réseau à pas de temps fin, là c'est 30 minutes. Et ensuite, on va aussi relever, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des connecteurs communicants chez les consommateurs, les différents points de consommation. Et ensuite, via un algorithme et via des arbres de décision, on va répartir l'énergie qui est produite entre les différents sites de consommation. Et l'énergie qui est affectée dans le cadre de l'opération d'autoconsommation collective va venir évidemment en déduction de la facture classique, on va dire, du fournisseur. Donc là, dans le cas là, UM est fournisseur de Montigny et de Mathieu pour l'année 2023-25. Évidemment, ça peut changer, hein, il n'y a pas de,
c'est des contrats qui sont indépendants. Donc voilà. Donc, du coup, ce que permet un projet d'autoconsommation collective, c'est exactement ce qu'on peut faire en fait dans une opération d'autoconsommation individuelle. C'est le remplacement, on va dire, d'une énergie réseau qui a ses qualités, mais qui a aussi ses défauts. Et ses défauts, on l'a vu récemment, c'est sa volatilité qui peut faire extrêmement mal à des collectivités, voilà, qui ont plutôt intérêt à avoir un budget stable, fixe et maîtrisé dans le temps, ce que permet l'énergie photovoltaïque, parce que le gros des investissements étant, le gros des coûts, pardon, étant des coûts d'investissement, nous, le prix qu'on fait et qu'on a passé le contrat qu'on a passé avec la ville, avec de Mathieu, c'est des contrats sur le long terme, avec des prix extrêmement stabilisés. Alors, il y a une petite actualisation, mais qui est vraiment très minime sur la durée des 30 ans. Et voilà, du coup, ça permet, c'est vraiment l'intérêt principal de ces projets d'autoconsommation individuelle ou collective. Euh, je vous propose peut-être de passer aux questions. Il y a plein de choses que j'ai pas abordées. Voilà, on verra par rapport à ce qui est prioritaire dans les interrogations. Merci, Alors, Souel. Manon, tu as quelques questions à nous faire remonter. Alors, n'hésite pas à faire des réponses assez courtes. Et puis, si les personnes n'ont pas les infos qu'ils veulent, ils recomplètent dans le chat. Comme ça nous permet de tout brosser et puis de ne pas passer 10 minutes par question. Manon, qu'est-ce que tu as vu circuler dans le chat euh, à nous alors, faire remonter? on a pas mal de questions. Une question de Audrey. Beau visage, auprès de qui vous êtes-vous sourcé pour les panneaux et les longrines? Alors, sur les projets, on a des choses un peu différentes. Euh, sur le premier projet, en fait, le fabricant français qui propose la solution dont j'ai parlé avait aussi en fait des panneaux voilà, des panneaux photovoltaïques qu'ils construisaient eux-mêmes. La société, c'est VMH Énergie, c'est qui est à Châtellerault. Donc on a pris des panneaux français et du coup les longrines sont aussi faites là-haut à Châtellerault dans leur usine. Donc là, c'est vraiment une solution très 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 franco-française. Sur le projet de Mathieu, c'était un peu plus compliqué. On va dire c'était économiquement un peu plus compliqué. On a proposé à la commune, voilà, un projet avec panneaux français ou avec panneaux, voilà, chinois. Sachant qu'il y avait une grosse différence cette fois de prix, surtout que les panneaux chinois sont des panneaux bifaciaux, là où les panneaux français ne l'étaient pas. Donc bifaciaux, ça veut dire qu'on va aussi récupérer de l'énergie par le bas des panneaux, alors même si c'est beaucoup moins que par le haut, ça permet quand même d'avoir voilà, un productif qui est un peu plus important. Et finalement, alors on avait voulu que le projet, en fait, la différence de coût aurait pu être couverte par, par Climaction. Ça, simplement, Climaction a refusé ce montage en tiers investissement. Et donc, on n'a pas pu, voilà, dans l'équilibre, le prix de l'énergie qu'on pouvait proposer à la fin à la commune était un peu trop élevé avec les panneaux français, et ce qui a fait qu'on était pour ce type de panneaux. Les longrines ont été coulées sur place par de Mathieu. Et est-ce que c'est plus cher du coup? Ah oui, les panneaux, aujourd'hui, les panneaux, alors il y a toujours une différence de prix entre les panneaux français et les panneaux chinois. Ça, c'est clair. Il y a 2, 3 ans, notamment, qu'on avait lancé le projet avec la ville de Metz, l'écart était à peu près acceptable et on est arrivé et on a fait des panneaux, des projets avec des panneaux français, surtout avec les collectivités qui sont très demandeuses et nous, évidemment, on préfère hein, ce type de projet. Simplement, aujourd'hui, l'écart est trop important. Si on prend par exemple le Voltec, hein, qui est un peu la référence, surtout dans notre région, et qu'on regarde par rapport à ses concurrents le prix, c'est du simple au double. Les panneaux français sont 2 fois plus chers que les panneaux chinois. Et sachant que voilà, les projets peuvent être intéressants en photovoltaïque, mais ne sont pas non plus des projets avec des rentabilités délirantes. On n'a pas forcément, en tout cas les communes n'ont pas forcément voilà, On, on monté par continue. rapport à cette dimension économique. Vas-y, Ok, Manon. merci. Une autre Peut-être question. pose plusieurs questions d'un coup si tu peux. Essaye plusieurs questions, comme ça, Ouais. soit elle Alors, prend plusieurs. comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'obligation d'études environnementales pour les projets de moins de 250 kW crête? Alors, comment Euh, ça se fait, je ne pourrais pas dire. Je dirais juste simplement que, alors, il n'y a pas d'obligation d'études environnementales systématique. C'est 300 kW crête, c'est pas 250. Et entre 300 et 1 méga, on peut demander une étude cas par cas. Donc, en gros, c'est demander une dérogation à la MRAE pour ne pas faire cette étude environnementale.
Après, il y a quand même les Mm. différents sujets qui sont abordés dans le cadre de l'étude environnementale qui quand même doivent être abordés, qui sont regardés par la DDT. Donc j'en parlais, hein, l'intégration paysagère, l'impact sur la biodiversité, tous ces sujets-là sont quand même regardés. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'études environnementales à proprement parler qu'il faut pas, enfin, qu'ils ne sont pas regardés. Notamment aussi si on a ici il y a des zones humides, hein, ça c'est aussi un sujet très important. Si on est sur des zones à risque. Après, j'imagine que dans l'esprit du législateur, c'est que pour les plus petits projets, potentiellement l'impact est un peu plus faible vu que les surfaces sont beaucoup moins importantes. Et du coup, le process d'études environnementales qui peut être très lourd, hein, parce qu'il y a une étude 4 saisons, il y a différentes études à mener, ça peut facilement prendre 1 an et demi, 2 ans. Voilà, voilà, la décision est prise. Alors, pourquoi exactement les raisons de l'État, je D'accord. ne les connais pas précisément. Et du coup, vous avez dit que le site était en périmètre de champ captant, donc comment était gérée cette surface foncière avant la mise en place des panneaux? Comment était géré? La surface foncière avant la mise en place des panneaux. Elle était gérée, en fait, avant, en fait, c'était une prairie où il y avait 2 vaches qui se nourrissaient. Mm. Du coup, on a remplacé les vaches par des moutons. Mais elle Ok. était un peu, voilà, elle était pas utilisée proprement parler. D'accord. Et On par a une rapport à autre ça, question. l'étude a été menée de manière, les études ont été menées de manière très précise et c'est ce qui a pris du temps dans le développement du projet. Avec l'ARS, il y a un hydrogéologue agréé, donc il y a eu beaucoup d'études sur l'impact justement que la centrale pourrait avoir sur les champs captants. Et voilà, avec les dispositions et les propositions qu'on a proposées, que ce soit en construction ou en exploitation, l'ARS a considéré que voilà, du coup, l'impact serait négligeable du champ sur le champ captant. D'accord. D'autres questions. Quels sont les taux de rentabilité interne et les taux d'autoconsommation pour vos deux projets de parc Alors, social? les taux de rentabilité interne, vous comprendrez que je ne peux pas les donner comme ça au grand public. C'est les rentabilités que nous demande la ville de Metz, hein, qui est notre actionnaire majoritaire, hein. Je ne peux pas les donner exactement, sachant que en fait, la particularité, on va dire, des projets en autoconsommation par rapport notamment aux projets réseau, c'est que il y a une variable de plus qui est le prix. Là où en obligation d'achat ou en appel d'offres, on va dire le prix est à peu près fixé et à peu près déterminé par ces mécanismes-là. En autoconsommation collective, il y a une discussion qui peut être faite avec le consommateur sur le prix de l'énergie finale. Euh, les taux d'autoconsommation, c'est une bonne question, sont pour la ville de Metz, pour les deux projets, sont à peu près de 90%. Ok. 90%. Les 10% restants, ça, c'est un vrai sujet de la valorisation de ce surplus et c'est une vraie, enfin, le guichet qu'on attend sur 2024, on l'attend aussi impatiemment pour cette raison-là. C'est que bon, comment on valorise ces surplus? Alors nous, on a la chance à EM d'avoir une équipe de trading, hein, pour nos activités de fourniture qui est capable de faire la valorisation de ces flux-là. Après, c'est pas l'énergie qui se valorise très bien parce qu'elle est hautement imprédictible, parce que voilà, ça dépend de la production et ça dépend des consommations. Donc voilà, il y a un vrai sujet sur ce surplus et qui doit gêner, je pense, alors nous qui nous a un peu gêné, mais qui doit encore plus gêner les opérateurs qui ne sont pas habitués à ce type de projet. Effectivement, certains opérateurs, t'en parlais Sylvain, comme Enercop, peut proposer des tarifs de revente, mais qui sont un peu pas super intéressants par rapport, on va dire, à l'énergie autoconsommée, enfin par rapport à l'effacement des factures. Et au niveau des temps de retour sur investissement, vous pouvez les partager ou pas? Eh ben non, ça justement, Non. c'était Ouais. interne. Après, je ne peux pas donner le Ouais. TRI Non, précis, mais c'était. voilà, les taux de retour Ouais. en investissement, ça va vraiment dépendre du prix de l'énergie, enfin, du Hmm. foncier. Typiquement, dans le cadre de Mathieu, il y avait l'allocation de ce foncier et les prix de l'énergie. Mais globalement, sur l'autoconso, enfin, si on prend des hypothèses un peu réalistes et conservatrices en coût de l'énergie, je sais pas, faut compter entre 10 et 15 ans globalement. Hmm. Alors, Ok. là, je parle d'un projet de ce type-là. Évidemment, si on a un industriel qui fait une autoconsommation individuelle et qui a un prix de l'énergie extrêmement élevé à cause de la crise, là, lui, les taux de retour peuvent être beaucoup plus courts. Et qu'à son Ça va propre vraiment dépendre en terrain, fait qu'il du ou projet. pas. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est pas le photovoltaïque et même dans le Grand Est,
ça reste des projets assez long terme avec des taux de rentabilité qui sont pas forcément impressionnants. Nous, UM, et notre position, c'est que enfin voilà, il faut à un moment donné reprendre en main son approvisionnement énergétique, que ce soit à l'échelle du M ou à l'échelle des clients. Et on voit plutôt ça comme de la stratégie de sourcing énergétique que comme des. Et en fait, on voit limite ça comme des projets d'infrastructure, comme au même titre que du réseau, que vraiment comme des projets à très haute valeur ajoutée sur lesquels UM va faire plein d'argent. C'est pas du tout la mentalité. On a vraiment une mentalité de développement d'actifs de production, justement demain pour alimenter nos clients sur le long terme. Je vois que Benjamin a posé deux Mm. questions. Le prix de revient, je pense, du kilowattheure à l'investissement, si ça, tu peux le communiquer. Et est-ce que le parc est bien clôturé sur la photo? On ne se rend pas compte, mais j'imagine que oui. Le prix revient du kilowatt crête d'investissement. Les ordres de grandeur que tu avais donnés, Sylvain, sont les bons. C'est-à-dire OK. que faut compter sur un petit projet. Alors, ça va vraiment beaucoup dépendre des contraintes environnementales. Ça va dépendre La marque des du coût de panneaux qu'on raccordement choisit. aussi, bien sûr. Mais globalement, sur un 250 kg, 300 kg, il faut compter à peu près 300 000 euros Et la hors taxe. clôture? Alors, il y a une clôture sur les projets. Les deux projets, on ne la voit pas parce que c'est pas très beau sur la photo. Surtout que les moutons, s'il n'y a pas de clôture, ils ont tendance à s'échapper facilement. Et effectivement, c'est un coût. Alors, ça va dépendre aussi d'où est le projet, mais typiquement, si on fait un projet un peu voilà, qui n'est pas sur un site existant, effectivement, les coûts de clôture, de sécurisation aussi, on peut vouloir mettre une caméra de sécurité. C'est tout de suite des choses qui vont un peu, ou s'il y a un peu de préparation du terrain, si le terrain n'est pas tout à fait exploitable en l'état, il faut faire un petit peu de terrassement. C'est des coûts effectivement qui peuvent facilement alourdir ça va vite, hein, le coût d'investissement. Donc là, on va vraiment dans la finesse, dans le choix du projet, de prendre des terrains qui vont éviter de trop cumuler tous ces coûts annexes. Je vois l'heure qui file. Il est 12h45. Merci, Souel, pour ton témoignage et puis aux participants pour toutes vos questions. On était un peu plus d'une trentaine et on n'a pas eu le temps d'épuiser le sujet. Je vous propose un petit sondage s'il est arrivé. C'est juste pour vous clôturer la session et puis vous parler des prochaines dates. Est-ce qu'il est bien arrivé? Maintenant, tu le vois, le sondage. Pas encore. Hop, alors, est-ce que je peux le lancer? Hop, je vais réessayer. Tac. Sondage a été lancé lors de cette réunion. Bon, bah, il ne marchera pas. Tant pis, vous n'aurez pas un dernier petit questionnaire. En fait, c'était juste pour évoquer les prochaines dates. Donc, je vous rappelle que vous pouvez regarder les différents DGENR qui sont passés et celui-là prochainement qui sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Grand S 100% ENR. Et puis, pour le calendrier des prochaines sessions, le 11 mars, on traitera de la méthanisation et des enjeux de la filière. Le 8 avril, on fera le solaire thermique et notamment les spécificités du modèle citoyen. Et puis en mai, ça sera outil de planification des ENR pour les collectivités. Et le reste, je vous laisserai le consulter sur notre site internet. Eh ben, merci à Sylvain, tous. Oui, si tu me permets un dernier mot, oui, Sylvain, vas-y. enfin, pour résumer, du coup, en fait, c'est vrai que nous, on considère qu'au-delà même vraiment des rentabilités pures, l'intérêt du photovoltaïque, c'est cette sécurité et ce contrôle, cette reprise en main, on va dire, de son approvisionnement énergétique, qui peut être extrêmement intéressant à la fois pour les collectivités, pour les entreprises et aussi pour les citoyens. Et par rapport à ça, du coup, nous, UM, et je parle UM, mais c'est aussi vrai pour les autres tiers investisseurs, l'objectif, c'est aussi de fournir des outils aux collectivités. UM, on se considère vraiment comme un outil au service des collectivités pour justement les collectivités qui n'ont pas vocation à justement dépenser de l'argent des enveloppes d'investissement. Et voilà, nous, on prend on prend en charge cet investissement et on s'occupe, on va dire, de toute la partie technique, financière, etc. Et on propose simplement un prix de l'énergie in fine. Et évidemment, s'il y a des personnes qui veulent me contacter à la suite de cette réunion pour discuter des différents éléments, que ce soit dans le cadre de leur développement de leur projet, surtout pas qu'ils hésitent. Merci beaucoup, Souel, pour ton témoignage. Les deux projets que vous avez menés et qui sont certainement les premiers en Lorraine ou en région Grand Est. Je vous souhaite à tous un bon appétit. On peut continuer les échanges, mais en tout cas, on va pouvoir clôturer la visio. Moi, je reste encore 5 minutes ici. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain DGENR. Et puis, à bientôt et merci encore.